Les mots d'Ibrahim Traoré, prononcés sur le sol jamaïcain, ont résonné comme une onde de choc inattendue, mêlant curiosité et défi diplomatique. Là où l'on attendait une simple visite protocolaire, c'est une déclaration de souveraineté blessée qui a jailli, opposant la voix d'un leader africain à la fierté d'une île indépendante. Comment un échange destiné à renforcer les liens sud-sud a-t-il pu devenir, pour Ibrahim Traoré, le symbole d'un monde fracturé entre ingérence et respect mutuel? Au-delà des mots, se joue ici la question brûlante de la dignité politique moderne. Ce discours ne sera pas un plaidoyer pour un camp, mais une exploration honnête des tensions entre la parole d'un chef d'État africain et la réaction d'une démocratie caribéenne. Car derrière les phrases de courtoisie et les salutations diplomatiques, une question cruciale surgit. Jusqu'où un dirigeant peut-il aller pour défendre la vérité selon sa propre expérience? Ibrahim Traoré, en évoquant la souveraineté du peuple et la corruption des élites mondiales, a déclenché un débat qui dépasse la Jamaïque. Ce que certains ont perçu comme une provocation, d'autres l'ont vu comme un signal d'alarme pour un monde postcolonial en quête de justice. Cette histoire promet de révéler bien plus qu'un simple différend verbal. Elle expose les fragilités des institutions, les susceptibilités des nations et la puissance symbolique d'une voix venue du Sahel. La scène s'est déroulée sous un soleil éclatant, dans une salle officielle où les drapeaux de la Jamaïque et du Burkina Faso se croisaient pour la première fois. Au lieu d'un dialogue économique attendu, la rencontre a viré au choc diplomatique, et c'est là que tout a basculé. En l'espace de quelques heures, les mots d'Ibrahim Traoré ont franchi les murs du palais pour enflammer les médias et les chancelleries. Ces critiques, jugées dures par certains observateurs, pointèrent le lien entre démocratie importée et dépendance persistante, une comparaison audacieuse entre les trajectoires de Kingston et de Ouagadougou. Pour comprendre l'ampleur du moment, il faut revenir aux semaines précédant cette visite. Traoré, déjà connu pour son franc-parler face aux puissances occidentales, entamait une tournée symbolique dans les Caraïbes. Son objectif affiché? Établir un pont sud-sud entre les nations, ayant partagé une histoire de résistance, de colonisation et de reconstruction. Mais son ton, empreint de sincérité et de défi, a heurté la sensibilité du gouvernement jamaïcain, qui voyait là une remise en cause publique de son système électoral. Les observateurs notent que jamais un président africain n'avait formulé une telle critique depuis la tribune d'un État caribéen. Cette singularité explique pourquoi la presse internationale s'en est immédiatement emparée, multipliant les analyses et les titres dramatiques. Entre ceux qui saluaient la franchise d'un révolutionnaire et ceux qui dénonçaient une ingérence morale, la fracture était nette. Dans ce contexte, la réponse du Premier ministre jamaïcain, mesurée mais ferme, s'imposait. Elle devait réaffirmer la souveraineté nationale tout en évitant l'escalade. C'est ce fil tendu entre respect diplomatique et fierté patriotique qui donnera à cette affaire toute sa dimension géopolitique. Le Premier ministre jamaïcain est alors devenu le visage de la réponse nationale. Calme, rigoureux mais blessé dans sa dignité politique, il a pris la parole non pas pour s'opposer à Ibrahim Traoré, mais pour rappeler la ligne rouge. La souveraineté jamaïcaine ne se discute pas. Son allocution, diffusée en direct sur les chaînes publiques, a captivé un pays entier suspendu à ses mots. Dans ses phrases pesées, on percevait la tension entre respect et fermeté. Il reconnaissait la légitimité du combat de Traoré contre la corruption mondiale, mais rejetait l'idée que la Jamaïque puisse être placée au banc des nations imparfaites. Cette posture d'équilibre, entre diplomatie et fierté, a donné au discours une force inattendue. En quelques minutes, il transformait un incident en démonstration de maturité démocratique. Dans les rues de Kingston, la réaction ne s'est pas fait attendre. Débats enflammés, tribunes sur les réseaux sociaux, et une question qui revenait sans cesse. Ibrahim Traoré avait-il été trop direct ou simplement trop sincère? Les radios locales diffusaient des extraits du discours des deux dirigeants, analysant chaque mot, chaque silence. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'un leader africain et un premier ministre caribéen s'affrontaient ainsi sur le terrain moral et politique. Et pourtant, derrière les tensions, un autre effet commençait à se dessiner. Un regain d'intérêt populaire pour les questions de gouvernance, de transparence et de coopération sud-sud. Le choc initial devenait catalyseur. Tout a commencé par un voyage présenté comme un simple échange culturel. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, s'était rendu en Jamaïque pour consolider des liens historiques et symboliques entre l'Afrique et la Caraïbe.
Le protocole prévoyait une série de rencontres diplomatiques, un forum économique et un discours commun sur la coopération sud-sud. Mais à peine le micro allumé, le ton du chef burkinabé a surpris jusqu'aux conseillers jamaïcains. Il évoquait la démocratie sous tutelle, les institutions contaminées par la dépendance financière et la nécessité pour les peuples libres de ne plus plier devant les codes hérités du Nord. Le silence de la salle a précédé une tempête médiatique. Les journaux de Kingston titraient « Un invité trop franc », tandis que les chaînes africaines saluaient la vérité sans phare d'Ibrahim Traoré. En quelques heures, le débat a dépassé la diplomatie pour devenir un sujet de société. Les partisans du président burkinabé voyaient dans ces mots une continuité logique de son combat contre les ingérences en Afrique de l'Ouest. Ses détracteurs, eux, dénonçaient un manque de tact et un mépris implicite envers la souveraineté jamaïcaine. À Port-au-Prince, à Lagos, à Dakar, les éditorialistes se sont emparés du sujet. Le choc verbal entre Traoré et le Premier ministre jamaïcain devenait le miroir d'une fracture plus large, celle d'un monde post-colonial, encore prisonnier de la hiérarchie invisible des nations. Même à l'ONU, des diplomates africains citaient de l'épisode pour dénoncer la fragilité du respect mutuel entre Sud et Sud-Ouest. Pendant ce temps, à Kingston, la population vibrait entre fierté et malaise. Certains saluaient la réaction calme de leur Premier ministre, symbole d'une démocratie sûre d'elle-même. D'autres, notamment parmi la jeunesse, trouvaient dans les mots de Traoré une inspiration nouvelle, l'idée qu'un dirigeant pouvait parler vrai sans craindre les codes diplomatiques imposés. Des graffitis apparaissaient dans les rues. « Truth is not an insult »,« Sahel meets Caribbean ». Les débats publics se multipliaient dans les campus et les médias communautaires. Dans les jours suivants, chaque camp a peaufiné sa narration. Le gouvernement jamaïcain a publié un communiqué réaffirmant le respect indéfectible envers tous les partenaires internationaux, tout en rappelant que la démocratie jamaïcaine n'est pas un modèle en location. Du côté du Burkina Faso, la présidence a clarifié que Traoré n'avait voulu ni humilier ni juger, mais rappeler que la liberté est indivisible. Ainsi s'est dessinée une séquence tendue, provocation perçue, réaction mesurée, puis débat mondial. Et au cœur de ce tumulte, un nom revenait sans cesse, presque comme une formule. Ibrahim Traoré, celui qui ose dire ce que d'autres taisent. Les analystes ont rapidement tenté de quantifier l'onde de choc provoquée par l'intervention d'Ibrahim Traoré. En moins de 48 heures, plus de 230 000 mentions du mot-clé « Traoré Jamaica Speech » ont été recensées sur les réseaux sociaux, un record pour un événement diplomatique africain hors du continent. Les vidéos de son allocution, diffusées sur plusieurs chaînes panafricaines, ont cumulé 3,4 millions de vues, tandis que les extraits du Premier ministre jamaïcain ont atteint 1,8 million, signe d'un intérêt partagé mais polarisé. Cette explosion de visibilité s'est accompagnée d'une cartographie d'opinion contrastée. Environ 61% des réactions venaient d'Afrique, 22% des Caraïbes et 17% du reste du monde. Le sentiment dominant variait selon les zones. Admiration au Sahel, perplexité en Europe, prudence diplomatique en Amérique latine. Les analystes politiques y voient un indicateur clair du repositionnement symbolique du Burkina Faso dans le débat mondial sur la souveraineté. Pourtant, au-delà des chiffres, la tonalité émotionnelle des discours a révélé une asymétrie plus profonde. L'allocution de Traoré contenait près de 32% de phrases au registre moral ou symbolique, un marqueur typique de son style militant d'État. Celle du Premier ministre jamaïcain, en revanche, n'en comptait que 14%, dominée par un lexique institutionnel et juridique. Autrement dit, l'un parlait au cœur, l'autre à la raison. Et c'est précisément cet écart qui a fasciné les observateurs. Les instituts de sondage régionaux ont, eux aussi, mesuré l'impact. À Kingston, 47% des répondants estimaient que le Premier ministre avait eu raison de défendre la souveraineté nationale. Mais 41% jugeaient que la réaction jamaïcaine avait manqué de sensibilité vis-à-vis d'un leader africain respecté. Au Burkina Faso, un sondage mené par l'Institut Sahel Études indiquait que 72% des citoyens considéraient le discours comme courageux et nécessaire. Ces chiffres traduisent un basculement perceptif. Ce qui fut perçu comme offense dans une région fut vécu comme libération dans l'autre. Cette lecture montre l'évolution du ton diplomatique. Avant le discours, les communiqués bilatéraux mentionnaient coopération culturelle et technique. Après, ils parlaient de redéfinition stratégique des relations sud-sud.
En d'autres termes, un glissement sémantique mesurable où le champ lexical de la politesse cède la place à celui de la puissance. Les experts en communication internationale soulignent que la portée réelle du discours d'Ibrahim Traoré ne réside pas uniquement dans le scandale, mais dans sa capacité à transformer un protocole figé en catalyseur politique. Les chiffres, les mots et les réactions convergent vers une seule évidence. Un nouveau langage du Sud est en train d'émerger, mesuré non plus en alliance, mais en influence morale. Pour comprendre la complexité de cet affrontement verbal, il faut admettre que deux visions du monde s'opposent sans forcément se contredire. D'un côté, les défenseurs du Premier ministre jamaïcain avancent un argument solide. Toute nation souveraine possède le droit inaliénable de définir ses propres institutions, sans recevoir de leçons venues d'ailleurs. Ils rappellent que la Jamaïque, malgré ses imperfections, demeure l'une des démocraties les plus stables des Caraïbes. Ces élections, encadrées par des observateurs indépendants, ont souvent été citées comme modèle régional. De l'autre côté, les partisans d'Ibrahim Traoré soutiennent qu'un chef d'État africain a non seulement le droit, mais le devoir moral d'alerter le monde sur les contradictions des systèmes hérités du colonialisme. Ils invoquent le précédent de ses prises de position au Sahel, où il a défié les puissances étrangères, tout en appelant à la dignité collective du Sud global. Pour eux, son intervention en Jamaïque n'était pas une ingérence, mais une extension naturelle de son combat contre les structures de domination. Entre ces deux positions, la frontière est ténue. Les diplomates appellent cela la zone grise de la franchise politique, le point d'équilibre entre le dire vrai et le respect des protocoles. Les deux hommes, chacun à sa manière, y ont navigué avec conviction, quitte à provoquer un séisme rhétorique. Les analystes soulignent qu'en réalité, les deux camps partagent une même obsession, la légitimité populaire. Traoré la revendique au nom des peuples en lutte, le Premier ministre jamaïcain au nom d'un État de droit souverain. C'est ce paradoxe de la vérité double, la vérité de l'expérience contre la vérité de l'institution, qui confère à cette affaire sa profondeur historique. Et c'est peut-être là que réside la clé, un désaccord fécond, révélateur des fractures, mais aussi des convergences possibles du Sud contemporain. Un seul mot peut redessiner un monde. C'est cette phrase, prononcée en aparté par un diplomate jamaïcain après le discours, qui résume le tournant du récit. À mi-parcours, l'incident n'était plus un simple malentendu protocolaire, mais une vitrine mondiale des nouvelles lignes de fracture entre nations du Sud. Ibrahim Traoré, en rappelant que la liberté ne se délègue pas, a involontairement mis en lumière la vulnérabilité des jeunes démocraties face à la pression symbolique des puissances. La Jamaïque, en défendant sa dignité nationale, a réaffirmé un principe universel. Toute alliance, aussi sincère soit-elle, doit reposer sur l'égalité. Ce double rappel, à la fois africain et caribéen, a transformé un échange bilatéral en moment de lucidité planétaire. À partir de là, le ton des discussions internationales a changé. Les chancelleries parlèrent désormais d'un « effet Traoré », une manière de désigner la capacité d'un discours franc à bouleverser l'équilibre diplomatique établi. La tension, devenue le moteur d'un débat global, ne faisait que commencer. Les répercussions concrètes de cette joute oratoire ont dépassé la sphère symbolique pour se traduire en effets mesurables. À l'échelle nationale, en Jamaïque, la polémique a stimulé un rare sursaut civique. Des forums publics ont été organisés sur la transparence électorale, la corruption et la responsabilité gouvernementale. Le Parlement a débattu d'un projet de loi renforçant la surveillance indépendante du financement politique. Loin de fragiliser l'autorité du Premier ministre, la confrontation a ravivé un sentiment d'unité et d'orgueil démocratique. L'opinion publique, d'abord divisée, a fini par considérer que la critique étrangère pouvait être utile si elle provoquait l'introspection. Sur le plan diplomatique, les ambassades africaines de la région ont intensifié leurs contacts bilatéraux. Plusieurs gouvernements caribéens, intrigués par la popularité d'Ibrahim Traoré, ont sollicité des rencontres pour explorer de nouvelles formes de coopération sud-sud. Au sein de l'Union africaine, des diplomates ont cité l'exemple jamaïcain pour encourager la création d'un forum afro-caraïbe. Même à Washington et à Paris, l'épisode a suscité des notes internes sur la montée d'un discours décolonial non aligné. Dans les milieux non étatiques, les universités, ONG et médias indépendants ont repris le débat. En un mois, plus de 150 conférences et une centaine d'articles académiques
ont analysé les implications éthiques du moment Traoré. Les think tanks de Kingston et de Dakar ont lancé des programmes conjoints sur la gouvernance participative. Dans les diasporas africaines, des campagnes numériques ont célébré le courage de dire non, tandis que des voix jamaïcaines réclamaient davantage d'échanges éducatifs avec le Sahel. Sur le plan régional, l'affaire a accéléré la consolidation d'un axe afro-caribéen symbolique. La CARICOM et la CEDEAO ont publié une déclaration commune réaffirmant la complémentarité historique entre peuples du Sud. Même si aucun accord formel n'a encore vu le jour, la rhétorique d'indépendance partagée a créé un climat de confiance inédit. En parallèle, plusieurs médias occidentaux ont souligné que ce rapprochement inattendu remettait en question la logique d'assistance verticale nord-sud. Au total, la controverse a prouvé qu'un discours pouvait devenir un instrument de transformation réelle. Ce que certains avaient appelé une erreur diplomatique s'est révélé être un catalyseur d'idées et de réformes. Ibrahim Traoré, sans le vouloir pleinement, a redonné à la politique internationale une dimension morale que les calculs stratégiques avaient effacée. 6 mois après l'incident, les observateurs ont commencé à tracer 3 trajectoires possibles, chacune révélant une facette différente de la relation entre le Burkina Faso et la Jamaïque. Dans un premier scénario, les échanges diplomatiques reprennent, les ambassadeurs s'expriment avec retenue et la tension retombe. Les forums culturels et éducatifs, gelés pendant la tempête médiatique, sont relancés. Ce scénario repose sur la règle non écrite des relations internationales. Après le tumulte, la continuité reprend toujours ses droits. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, les propos d'Ibrahim Traoré deviennent un précédent positif. La Jamaïque, inspirée par le courage discursif du président burkinabé, propose un sommet afro-caraïbe sur la souveraineté et la gouvernance éthique. Ce scénario aboutit à une coopération visible, échanges universitaires, médias conjoints et un programme Traoré-Kingston pour la formation civique des jeunes leaders. Dans cette hypothèse, le choc initial se mue en tremplin moral. Dans un troisième scénario, plus pessimiste, l'orgueil blessé l'emporte sur la raison. Les deux gouvernements adoptent une posture défensive, les investissements stagnent et les visites officielles s'espacent. Le discours de Traoré est instrumentalisé par des acteurs extérieurs pour nourrir la méfiance entre régions du Sud. Ce scénario extrême, heureusement peu probable, rappellerait combien les malentendus symboliques peuvent engendrer des murs invisibles. Dans tous les cas, l'épisode jamaïcain sert d'expérience laboratoire sur la diplomatie moderne. Le pouvoir de la parole face à la mécanique institutionnelle. Si les dirigeants tirent les leçons de cet instant, les 6 à 12 prochains mois pourraient marquer non pas la fin d'un incident, mais le début d'une ère nouvelle de dialogue sud-sud, plus franc, plus égalitaire et plus lucide. Pour beaucoup de spectateurs, cette affaire dépasse la diplomatie. Elle touche à quelque chose de profondément humain. Quand Ibrahim Traoré parle, c'est la voix d'une génération qui refuse d'être définie par les autres. Et lorsque le Premier ministre jamaïcain répond « C'est un peuple tout entier qui revendique le droit d'exister selon ses propres règles ». Entre eux se joue un dialogue de miroir, où chacun reconnaît dans l'autre à la fois son passé et ses blessures. Chez les jeunes, notamment en Afrique et dans la Caraïbe, cette séquence a ravivé une soif d'autonomie intellectuelle. Des vidéos de soutien, des chansons et même des graffitis circulent sous le slogan « Respect is mutual ». Le ton est parfois provocateur, mais l'élan est sincère. L'envie de bâtir un monde où le Sud n'a plus à s'excuser d'exister. Pour ses spectateurs, Ibrahim Traoré n'est pas un provocateur, mais un miroir, celui d'un courage que beaucoup espéraient voir renaître. Dans les diasporas, cette confrontation a réveillé des conversations familiales sur la dignité, la mémoire et la justice. Les anciens parlent des luttes d'hier. Les jeunes répondent avec les rêves d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une histoire entre deux gouvernements, mais une scène universelle, où se rejoue la quête d'égalité morale. Ainsi, chaque auditeur, chaque téléspectateur, qu'il soit à Ouagadougou ou à Kingston, trouve une part de lui-même dans ce débat. Et c'est peut-être cela, la vraie portée du moment Traoré. Reconnecter la politique avec l'émotion humaine. Après les passions, vient le temps des solutions. Pour transformer cette confrontation symbolique en avancée concrète, plusieurs pistes émergent. D'abord, clarifier les canaux de dialogue. Les deux gouvernements pourraient établir un groupe conjoint de réflexion sud-sud, réunissant diplomates, chercheurs et représentants civils. Son objectif ? Transformer les tensions en propositions sur la coopération,
la communication interculturelle et la gouvernance. Ensuite, relancer les ponts éducatifs. Les universités de Kingston et de Ouagadougou ont déjà esquissé un programme d'échange axé sur les études postcoloniales et les politiques publiques. Un soutien institutionnel pourrait en faire un modèle régional, favorisant la compréhension mutuelle entre jeunes générations. Puis, créer un indicateur partagé de souveraineté. Inspiré des travaux de l'Union africaine, cet outil mesurerait la capacité d'un État à maintenir son indépendance politique et économique sans rompre le dialogue international. Une telle métrique, développée conjointement, incarnerait le respect mutuel plutôt que la compétition. Enfin, encourager la diplomatie de la société civile. Des forums citoyens, diffusés sur les médias publics, offriraient un espace de parole aux populations des deux rives. Car, comme le rappelle Ibrahim Traoré, la souveraineté ne vit pas dans les discours officiels, mais dans la conscience collective. Si ces étapes sont suivies, l'incident jamaïcain pourrait devenir un jalon fondateur d'une coopération sud-sud réinventée, exigeante, lucide et fraternelle. Dans le silence revenu après la tempête médiatique, une image persiste, celle d'Ibrahim Traoré quittant la tribune, le regard tourné non vers les caméras, mais vers le drapeau jamaïcain flottant derrière lui. Ce geste, simple et digne, a résumé ce que les mots ne pouvaient plus dire. Le respect, malgré la tension. Le Premier ministre, lui aussi, a compris la portée de ce moment. Quelques jours plus tard, il déclarait « Nous avons été bousculés, mais nous avons aussi grandi ». Cette reconnaissance implicite transforme l'affrontement en apprentissage partagé. Deux dirigeants, deux continents, un seul constat. La fierté n'est pas l'ennemi du dialogue. En évoquant la souveraineté, Ibrahim Traoré n'a pas seulement défendu le Burkina Faso. Il a rappelé que toute nation, grande ou petite, mérite d'être entendue sans filtre ni condescendance. Et c'est peut-être dans cette résonance silencieuse entre l'Afrique et la Caraïbe que naît une nouvelle fraternité politique. La dernière phrase du récit, gravée dans les esprits, pourrait être celle-ci. La dignité ne s'impose pas, elle se reconnaît. Au-delà des analyses et des chiffres, cette histoire invite chacun à réfléchir. Que signifie aujourd'hui défendre sa souveraineté sans renoncer au dialogue? L'épisode jamaïcain n'est pas un duel d'orgueil, mais une leçon de maturité collective. Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain ont, malgré eux, offert au monde une conversation nécessaire, celle où la vérité n'exclut pas le respect. Pour les spectateurs, chercheurs, citoyens, la suite dépend d'un choix simple, transformer la controverse en compréhension ou la laisser se dissoudre dans le vacarme des réseaux. Chaque mot compte, chaque regard compte, car c'est ainsi que se construit une diplomatie humaine. Les peuples du Sud, unis par l'histoire et la dignité, ont aujourd'hui l'occasion d'écrire ensemble un nouveau chapitre. Alors, à vous qui regardez, écoutez, commentez. Que retenez-vous vraiment du moment Traoré? Une dispute entre nations ou la naissance d'un langage commun?